Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui le cours de cataracte. La cataracte se définit par l'opacification de toute ou une partie du cristallin. Elle est responsable d'une baisse progressive plus ou moins importante de l'acuité visuelle. Il s'agit d'une affection croissante avec l'âge, dont le traitement est exclusivement chirurgical. Il faut insister dans la définition que la cataracte se définit par une opacification d'une partie ou de tout le cristallin. Alors, il n'est pas logique d'opérer un sujet qui a une acuité à 10 dixièmes alors que l'opacification est localisée dans une seule partie. Pour ne pas, puisque beaucoup de malades sont paniqués juste au diagnostic de cataracte. Dans le rappel anatomique, il est important d'avoir des notions car elles conditionnent le traitement chirurgical. Le cristallin est situé entre l'iris en avant et la hyaloïde antérieure en arrière. C'est une lentille biconvexe de puissance totale égale en moyenne à 20 dioptries. Elle est constituée de 3 structures. Elle ressemble un peu à la lentille qu'on mange. Il y a une enveloppe et à l'intérieur, il y a un contenu. Elle est constituée de 3 structures. La capsule appelée cristalloïde enveloppant le cristallin. C'est une fine membrane qui enveloppe le cristallin. Et à l'intérieur se situe le centre, le noyau au centre, et le cortex qui entoure le noyau. Le noyau, il est au centre. Et les fibres cristalliniennes, les masses se trouvent tout autour. Elles se densifient avec l'âge. Plus le sujet est âgé, plus le noyau est plus dur. Et dans l'opération de la cataracte, on ouvre la capsule antérieure et on fait sortir le contenu qui est représenté par le noyau et les masses cristalliniennes. Mais on préserve le reste de la capsule. Car pour faire un implant intraoculaire, il faut avoir un support. Un support pour que l'implant soit stable à l'intérieur de l'œil. L'absence de capsule, l'absence totale d'enveloppe capsulaire interdit l'implantation. On ne peut pas implanter dans le vide. Puisque derrière le cristallin, c'est le vitré et la rétine. Diagnostic positif. Le diagnostic de la cataracte est Hakim,
L'examen doit être Hakim, comparatif et bilatéral. Et il faut insister sur les antécédents médicaux, par exemple le diabète qui conditionne le pronostic, les traitements suivis, la corticothérapie. On a la corticothérapie à long terme, elle peut entraîner une cataracte cortisonique. La notion d'allergie, généralement l'allergie, elle est traitée avec des corticoïdes. L'histoire ophtalmologique, telle que les traumatismes, les uvéites, car le Hakim, traumatisme uveique peut entraîner une cataracte. Les signes fonctionnels. Essentiellement, c'est une baisse de l'acuité visuelle progressive par myopie cristallinienne. L'opatification du cristallin entraîne une modification de la puissance du cristallin, ce qui entraîne une myopie généralement. On peut avoir une diplopie, elle se différencie de la diplopie de déviation oculaire, des strabismes, des paralysies, c'est une diplopie monoculaire. Hakim, Elle disparaît lorsqu'on occlut un œil. On peut avoir un éblouissement. L'éblouissement est dû à la réflexion de la lumière lorsqu'il frappe la zone opacifiée. Alors, on aura un genre d'éblouissement. Ici, nous avons une vue à la lampe à fente du cristallin. Ça, c'est une cataracte nucléaire. Elle se présente par une opacification de tout le noyau. À la lampe à fente, elle donne elle donne cet aspect. L'examen ophtalmologique. C'est un examen, on a dit que c'est un examen bilatéral et complet. On a l'examen des paupières, car des anomalies au niveau des paupières peuvent entraîner un retard de cicatrisation après le traitement chirurgical. On mesure l'acuité visuelle de loin et de près. J'ai dit que c'est essentiel d'avoir l'acuité visuelle, puisqu'on peut avoir une cataracte, mais avoir une acuité avec 10 dixièmes. Alors, ce n'est pas logique d'opérer un œil qui voit 10 dixièmes. En plus, s'il vous plaît, on peut avoir Hakim. une cataracte avec une acuité effondrée, limitée inférieure à 1 vingtième, limitée même à la vision de la main bouger ou de la lumière. Et ceci est dû à d'autres anomalies, telles que les anomalies du nerf optique ou de la rétine. Il faut trier entre la baisse d'acuité visuelle, entre celle causée par la cataracte et celle causée par d'autres anomalies. C'est pour cela que l'examen clinique est essentiel. Hakim, Hakim, le cours est à 9h30. Oui, on a raté tout le cours. S'il vous plaît, on peut refaire le cours. Apparemment, ما مش قاعد يسمع. Apparemment il y a des gens qui n'ont pas assisté au début du cours, alors je vais recommencer.
Ici, c'est une image d'un bébé avec un rétinoblastome. Ce n'est pas une cataracte. Mais on l'a mis dans le cours de cataracte puisque c'est une pathologie grave qui touche les enfants. Il ne faut pas perdre cette notion et se focaliser sur les cataractes seulement. Il faut toujours avoir à l'esprit chez un enfant, chez un nouveau-né, que toute anomalie au niveau de l'aire pupillaire, il faut consulter le plus rapidement possible. Il ne faut pas banaliser. En plus, on peut avoir une cataracte et un rétinoblastome, association. Toute pathologie au niveau de l'œil peut entraîner une cataracte. C'est pour cela qu'il ne faut pas perdre la notion chez les enfants. Il faut avoir toujours à l'esprit le risque de rétinoblastome. Ceci, ce qui nous pousse à bien examiner les enfants. L'examen se fait généralement sous narcose, sous anesthésie générale, pour bien examiner l'enfant, puisqu'il ne se laisse pas examiner. Tout cela est pour bien préciser les lésions et éliminer toute autre pathologie. Parmi elles, la plus grave, c'est le rétinoblastome. Il faut avoir à l'esprit que toute pathologie oculaire, quelle que soit la cause, peut se compliquer de cataracte. Une toxoplasmose, une uvite, un glaucome, n'importe quelle pathologie oculaire. Et même des pathologies sur le plan général peuvent se compliquer de cataracte.
Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui le cours de cataracte. La cataracte se définit par l'opacification de toute ou une partie du cristallin. Elle est responsable d'une baisse progressive plus ou moins importante de l'acuité visuelle. Il s'agit d'une affection croissante avec l'âge dont le traitement exclusivement chirurgical. Il faut insister dans la définition que la cataracte, c'est une opacification d'une partie ou tout le cristallin. Ce n'est pas logique d'opérer un œil alors qu'il a une acuité à 10 dixièmes. Et là, en plus, une opacification d'une partie. Lorsque cette partie n'influe pas sur l'acuité visuelle, on n'opère pas un œil qui voit 10 dixièmes. Cela pour rassurer les patients, car juste à l'entente du diagnostic de cataracte, peuvent avoir une angoisse et se demander quand opérer. Il faut faire comprendre que l'œil, sa fonction, c'est de voir. Lorsqu'on voit 10 dixièmes, l'opacification, ce n'est pas un grand problème. On opère lorsque l'opacification retentit sur l'acuité visuelle. Et pour comprendre surtout le traitement chirurgical, il faut avoir des notions d'anatomie qui sont essentielles. Le cristallin est situé entre l'iris en avant et l'hyaloïde antérieur en arrière, sur une lentille biconvexe de puissance totale égale en moyenne à 20 dioptries. Elle est constituée de 3 structures. Elle ressemble à la lentille qu'on mange. La lentille, elle a une enveloppe qui entoure un contenu. Cette enveloppe, c'est la capsule. La capsule, appelée cristalloïde, enveloppant le cristallin. C'est toute cette partie qui enveloppe le cristallin. À l'intérieur se trouve le noyau au centre et le cortex entourant le noyau. Le cortex, c'est les masses cristalliniennes. Lorsqu'on opère le malade, on ouvre la capsule antérieure dans cette partie et on évacue les masses et le noyau. Mais on conserve le reste du sac capsulaire. On l'appelle le sac capsulaire puisqu'on a besoin de la capsule pour pouvoir implanter le malade, puisqu'on ne met pas un implant dans le vide. Car lorsque la capsule est absente, il y a un vide entre l'iris et l'hyaloïde, et derrière l'hyaloïde, il y a le vitri et la rétine. S'il n'y a pas de capsule, on ne peut pas mettre l'implant. L'implant tombe à l'intérieur de l'œil, au niveau du vitri et de la rétine. Ce n'est pas réalisable. Le diagnostic est essentiellement clinique. L'examen doit être comparatif et bilatéral. C'est un examen complet. Il comprend l'étude des antécédents, surtout les médicaux, à la recherche de notions telles que le diabète qui influe sur le pronostic, les traitements suivis tels que la corticothérapie, car la corticoïde à long cours entraîne des cataractes cortisoniques, l'allergie, l'histoire ophtalmologique, la notion de traumatisme ou d'évite, car elles entraînent des cataractes. Les signes fonctionnels, essentiellement, c'est une baisse de l'acuité visuelle qui est progressive. Elle est due à une myopie cristallinienne par modification de la puissance du cristallin. L'opacification entraîne une modification de la puissance, ce qui entraîne généralement une myopie. On peut avoir une diplopie, cette diplopie, elle est monoculaire, par différenciation avec la diplopie ce qui se voit dans les paralysies oculomotrices, qui sont binoculaires. Cette diplopie ne disparaît pas lorsqu'on occlue un œil. L'œil, celui qui présente la cataracte, peut avoir une diplopie monoculaire. L'éblouissement, il est dû à la réflexion de la lumière sur les opacifications. Ça, c'est une vue à la lampe à fente. À la lampe à fente. On devine la cataracte, c'est l'opacification du noyau. Le noyau, le cortex, ici, il est transparent, mais le noyau est pas opacifié. Elle est plus évidente sur cette image, qui est une coupe.
On a le noyau qui opacifie blanc, et ça, c'est le cortex qui est clair. L'examen, c'est un examen, j'ai dit que c'est un examen complet, l'examen des paupières. Il est essentiel car des anomalies au niveau des paupières peuvent entraîner un retard de cicatrisation lors de la chirurgie. Mesure de l'acuité visuelle, elle est essentielle de loin et de près car on opère un œil qui a un retentissement sur l'acuité visuelle. On n'opère pas juste la cataracte. On opère la cataracte puisqu'elle entraîne une baisse de l'acuité visuelle. Une cataracte qui n'entraîne pas de baisse, on ne l'opère pas. De manière générale, on considère une cataracte invalidante lorsque l'acuité visuelle maximale corrigée est inférieure à 4 dixièmes. Car ceci, c'est une mesure arbitraire, mais c'est le permis de conduire. Il faut avoir au minimum 5 dixièmes au niveau de chaque œil pour avoir le permis. Lorsqu'on a une acuité inférieure à 4 dixièmes, ça invalide des gens qui ne peuvent pas prendre leur voiture. Après dilatation, l'examen biomicroscopique confirme le diagnostic qui apprécie la cornée et la chambre antérieure. Idéalement, elles sont normales. Mais on peut avoir une cicatrice au niveau de la cornée. Cette cicatrice peut orienter vers l'origine traumatique de la cataracte. En plus, la cicatrice au niveau de la cornée, elle rend l'intervention plus difficile. L'iris, on peut avoir des mauvaises dilatations, ce qui rend l'intervention un peu plus délicate. Dans l'examen, on apprécie le siège des opacités qui peuvent être nucléaires, corticales, corticonucléaires, sous-capsulaires. On apprécie la densité de ces opacités, et ceci pour juger de l'opérabilité. Car on peut avoir des opacités peu denses avec une acuité effondrée due à d'autres anomalies, telles qu'un glaucome. Alors il faut faire la part des choses entre la baisse de l'acuité due à la cataracte en elle-même et la baisse de l'acuité due à d'autres anomalies, qu'elles soient rétiniennes ou au niveau du nerf optique ou autres pathologies. Et ceci en recherchant les lésions associées. On peut avoir comme lésion associée la subluxation. La subluxation entraîne une impossibilité de faire un implant dans le sac, puisque la subluxation, c'est tout le cristallin qui est mobile. Il risque de tomber. On ne va pas mettre un implant qui va tomber à l'intérieur de l'œil. Mesure de la pression intraoculaire, à l'état idéalement, c'est entre 10 et 20 mm mercure. Mais on peut avoir une association d'un glaucome et une cataracte. Il est difficile de faire la part des choses, surtout si la cataracte empêche de voir le nerf optique. L'examen du fond d'œil, fondamental, de lui dépend le pronostic. L'examen du fond d'œil est possible lorsque la cataracte n'est pas totale. Lorsqu'elle n'est pas totale, on examine toujours le fond d'œil. Car on peut avoir une dégénérescence maculaire liée à l'âge, une rétinopathie diabétique, on peut avoir un décollement. Et ce n'est pas logique d'opérer la cataracte et laisser les autres anomalies rétiniennes qui ont un retentissement plus important sur l'acuité visuelle. Ici, c'est l'examen à la lampe à fente. Lorsque la cataracte est obturante, donc le fond d'œil est de réalisation impossible, il est alors indispensable de réaliser une échographie en mode B afin d'apprécier l'intégrité de la rétine. Rechercher si la rétine elle est plate ou non, rechercher les décollements de rétine. Lorsqu'il y a un décollement de rétine, l'urgence, c'est le décollement de rétine. Ce n'est pas la cataracte. Il faut opérer dans un centre spécialisé pour opérer les deux pathologies, le décollement de rétine et la cataracte. Des examens paracliniques, aucun examen paraclinique n'est indispensable au diagnostic. L'échographie, seule l'échographie en mode B, si le fond d'œil est inaccessible. L'échographie en mode A est le seul examen indispensable qui permet de calculer la puissance d'un implant qui remplace le cristallin. Lorsqu'on enlève le cristallin, idéalement, on doit remplacer les 20 dioptries du cristallin, normal. Il ne faut pas laisser un vide.
Cette correction, elle est indispensable. L'échographie en mode A permet de calculer l'implant qui est nécessaire à cette correction. Ça, c'est une échographie en mode A. Le calcul se fait entre la cornée et la rétine. Ce sont ces deux pics au niveau du graphe. Ça, c'est une échographie en mode B, associée au mode A, ce qui nous donne le même aspect. Le pic entre la cornée et la rétine. Et on calcule cette longueur. D'après cette longueur, il y a des formules pour avoir la puissance de l'implant. Le calcul de l'implant se fait par deux méthodes. La méthode ultrasonore, c'est la méthode avec le graphe qu'on a déjà vu. Il y a aussi une méthode optique avec l'IOL Master. La différence, ce n'est pas des ondes ultrasonores, c'est un faisceau laser. Il est plus précis, mais il ne peut pas être réalisé lorsque la cataracte est dense, lorsque la cataracte est totale. Elle peut être réalisée lorsque la cataracte n'est pas totale. Les formes cliniques. Essentiellement, la plus fréquente, c'est le cataracte lié à l'âge. Elle se voit généralement après 65 ans. C'est la plus fréquente, généralement bilatérale et asymétrique. Il s'agit surtout de cataracte corticale ou corticonucléaire. On a aussi les cataractes congénitales, représentent 25% des malvoyances chez l'enfant, graves, pas sans risque d'amblyopie. Il est donc important de les dépister dès la naissance. Normalement, vous avez abordé le sujet de l'amblyopie. Il faut avoir à l'esprit que chez un enfant avant l'âge de 5 ans, tout obstacle au niveau de la vision peut entraîner une baisse de l'acuité visuelle qui peut être irréversible. Plus l'enfant est petit, plus le retentissement il est important, car la vision, elle s'acquiert. Le cerveau apprend à voir, il ne voit pas dès la naissance. L'acuité visuelle dès la naissance, elle est réduite. Elle n'est même pas 1 mètre, 2 mètres. L'enfant, à la naissance, il voit. Et avec le temps, il apprend à voir. Lorsque son cerveau trouve un obstacle au niveau d'un œil, il va le neutraliser. Il va s'occuper que de l'œil qui a une bonne vision, ce qui entraîne une amblyopie. On peut être amené à opérer des enfants dès la naissance, mais ceci n'est pas chez nous. Dans les pays développés, ceci est dû au fait de l'anesthésie. Ici, on ne maîtrise pas trop l'anesthésie chez les nouveau-nés. On les réserve que pour les pathologies graves, létales, mais pas pour la cataracte. Les autres formes, on a le post-traumatique, pathologique et métabolique. Ça, c'est une image à la lampe à fente d'une cataracte sénile. Je dis que cette image, ce n'est pas une cataracte, c'est juste pour avoir à l'esprit la lueur blanche. La lueur blanche, elle peut être en rapport avec une cataracte, mais elle peut être en rapport avec un rétinoblastome. Ça, c'est l'aspect d'une cataracte fœtale. La cataracte congénitale, les signes fonctionnels, essentiellement la leucocorie, c'est les parents qui le constatent. Mais j'ai dit qu'il faut toujours avoir à l'esprit le risque de rétinoblastome. C'est pour cela qu'il faut examiner les enfants minutieusement et on les examine sous anesthésie générale, car l'enfant ne se laisse pas examiner. On peut avoir une mauvaise fixation du regard ou on peut avoir un strabisme. Tous ces signes doivent amener les parents à emmener leur enfant consulter un ophtalmologue.
l'examen ophtalmologique. L'acuité visuelle, elle est difficile à apprécier chez l'enfant. Alors, on recherche des signes indirects, tels que le réflexe clignement à la lumière qui est diminué. La leucorérie visible à la lampe à fente, mais la lampe à fente ne permet de la localiser au niveau du cristallin. Le fond d'œil est nécessaire pour la recherche d'autres anomalies. Lorsque le fond d'œil est non réalisable, on fait une échographie en mode B. Ça, c'est une image avec une cataracte qui a entraîné un strabisme. Les étiologies. Elle est constitutionnelle, 25% héréditaire familiale, hérédité autosomale dominante, non constitutionnelle par embryopathies dans 10% des cas. Ces embryopathies peuvent être virales, telles que la rubéole, et il faut rechercher les autres malformations, la microphthalmie, les anomalies cardiaques, la surdité dans 50% des cas, intérêt du dépistage sérologique chez la mère pendant la grossesse. La rougeole aussi peut donner des cataractes. À peu près toute pathologie virale peut se compliquer de cataractes. Parasitaire, la toxoplasmose, souvent associée à des anomalies rétiniennes. Il faut toujours les rechercher, même sur l'autre œil ou sur l'œil qui présente la cataracte, lorsque cela est possible. Bactérienne, la syphilis, elle est rare. Les cataractes liées aux anomalies métaboliques, anomalies du métabolisme des glucides, telles que la galactosémie. Autre, on a la trisomie 21. Le diagnostic différentiel, j'ai dit qu'essentiellement devant toute cataracte ou leucocorie ou lueur blanche, il faut avoir à l'esprit le rétinoblastome. Il faut l'éliminer du diagnostic avant de garder que le diagnostic de cataracte. Car le rétinoblastome, c'est une tumeur maligne. Non traitée, elle conduit à la mort. La rétinopathie des prématurés, elle se voit chez les prématurés qui sont traités par oxygénothérapie, ce qui entraîne un décollement de rétine avec le temps, ce qui donne la lueur blanche. La maladie de Coats, c'est une anomalie congénitale des vaisseaux rétiniens qui entraîne aussi avec le temps un décollement de rétine qui donne la lueur blanche. Ça, c'est l'aspect d'une leucocorie. Ça, c'est le fond d'œil normal. La rétine, elle a un reflet rougeâtre. Mais ceci, c'est un reflet jaunâtre qui a tendance à aller vers la lueur blanche. Ça, c'est un aspect de persistance du vitré primitive. C'est une anomalie du vitré qui peut aussi entraîner une cataracte. Là, c'est un aspect d'une cataracte congénitale simple. Ça, c'est un aspect de cataracte rubéolique, qui est généralement bilatérale avec une possibilité de dilater la pupille, ce qui rend l'intervention un peu compliquée. Car il faut avoir une bonne dilatation pour pouvoir enlever les masses cristalliniennes. Une deuxième forme, c'est la cataracte traumatique. Cataractes post-traumatiques sont souvent unilatérales. Il y a deux types. Devant toute cataracte unilatérale, il faut avoir à l'esprit la cataracte traumatique. Il faut rechercher les stigmates de traumatisme. Il y a deux types, par plaie capsulaire ou cataracte post-contusif. Il n'y a pas de délai défini entre le traumatisme et l'apparition de la cataracte. On peut avoir une apparition de la cataracte au moment du traumatisme, mais on peut avoir même après plusieurs années, même après 30, 40 ans. Il n'y a pas de limite de temps entre le traumatisme et l'apparition de la cataracte. C'est pour cela qu'il faut toujours, à l'interrogatoire, insister sur la notion d'un traumatisme. Les étiologies, la contusion,
c'est un traumatisme sans ouverture du globe. Une plaie, c'est un traumatisme avec ouverture du globe. J'ai dit qu'il faut toujours rechercher la notion de traumatisme, car on peut avoir une plaie avec corps étranger, qui peuvent entraîner une sidérose, une calcose, qui entraîne une cécité après 6 mois à 1 année, s'ils ne sont pas diagnostiqués. C'est pour cela que lorsque on suspecte ou on a une notion de traumatisme, il faut faire des radiographies à la recherche d'un corps étranger. Par agent physique, tels que l'électrocution ou la chaleur. La chaleur, c'est chez les souffleurs de verre ou les travailleurs dans les hauts fourneaux. Une autre forme, c'est les cataractes secondaires et une pathologie oculaire, telle que l'hétérochromie de Fuchs. C'est une cataracte sous-capsulaire postérieure. Généralement, elle s'accompagne d'une évite antérieure ou postérieure. J'ai dit que toute pathologie au niveau de l'œil peuvent entraîner une cataracte, telle que la myopie forte, le glaucome, le décollement de rétine. En plus, il faut avoir à l'esprit qu'une cataracte, ce n'est pas un diagnostic final. On peut avoir une cataracte avec un glaucome, une cataracte avec un décollement de rétine. Il faut traiter l'œil dans